Alors voilà, je me tapais une petite vidéo d'Entracte Science, une chaîne que je kiffe particulièrement. Je crois qu'elle propose ce qui est mon émission préférée depuis un bon bout de temps maintenant. Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Une reprise de toutes les publications scientifiques mois après mois orbitant autour de la paléontologie. Émission que je te recommande très chaudement. Tout ça pour dire qu'une vidéo est sortie dernièrement sur la chaîne concernant un film que je ne connais absolument pas, sur une dame dont je n'avais jamais entendu parler. Et dont, honnêtement, j'en ai rien à branler. Cependant, j'ai pu apprendre via cette vidéo que ce film racontait l'équivalent de 2 semaines de vie d'une dame vivant au 19e siècle, tournant autour d'une romance qui ne correspond à aucun fait avéré. Et là commence quelque chose qui m'énerve. Parce que si cette vidéo d'Entracte Science m'a permis d'apprendre quelque chose sur ce sujet, dont j'en ai toujours clairement rien à secouer, c'est que cette dame a une vie passionnante à laquelle il aurait été facile de raconter dans un film portant son nom. Et bien que je n'ai toujours aucun intérêt ni pour ce film, ni pour cette dame, ça a changé, maintenant je l'aime bien. Un sentiment d'injustice traverse mon corps, qui me pousse à rétablir l'équilibre. Et donc oui, avec mes super vidéos qui font un score incroyable de quelques dizaines de vues, nous allons aujourd'hui parler de Marie Hanning, afin de mettre en avant les avancées que cette dame fut à son époque, et de ses découvertes. Car il le faut, oui, le monde doit savoir, tout le monde s'en fout, moi le premier, mais le monde saura. D'accord, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Tu l'auras compris, on va essayer de parler de Marie Hanning. Donner quelques infos, lever le voile sur ses découvertes, en essayant de ne pas dire trop de conneries. Au pire, les commentaires sont là pour ça. Clin d'œil, clin d'œil. Et ce, avec un minimum de dates, parce que les dates, ce sont des chiffres, que les chiffres, ça saoule les gens, et que je ne veux aucun problème avec les alcoolos. Merci. Bien, notre histoire commence un 21 mai 1799, jour de la naissance de Marie. Oui, je vais l'appeler Marie, à partir de maintenant, tu vas faire quoi? Rien du tout. Je notifie ici qu'elle est née, non pas le siècle passé, ni celui d'avant, mais celui d'après, à la fois si loin et si proche de nous. Elle vient donc au monde à Lyme Regis, qui se trouve quelque part par là, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. À ce stade, avant d'écrire mon script, pendant la phase de documentation, je notifie qu'elle se trouve être d'une fratrie de 9 à 10 enfants. Je m'en réjouis donc de pouvoir étoffer un peu ma vidéo en parlant de ses frères et sœurs, juste avant de finir le paragraphe et de me rendre compte que seule elle et son frère Joseph avaient survécu. Voilà. Je me dis donc qu'on a quand même de la chance, sur ce point-là, en tout cas, de vivre à une époque où la médecine est si performante. Vient le moment où je m'attaque ensuite au prochain paragraphe. Et je lis, à l'âge de 15 mois, Marie Hanning est frappée par la foudre. Mais survit contrairement aux 3 femmes touchées ce jour-là, dont l'infirmière qui la tenait dans ses bras. C'est quoi ce délire? C'est déjà une des seules qui survit et en plus de ça, elle se prend la foudre. À partir de là, j'ai compris à quel point la vie n'avait pas été tendre avec cette dame. Néanmoins, elle aura accès à l'école à partir de 8 ans, ce qui est plutôt une bonne chose vu le contexte de cette époque. Attendez, on me dit dans l'oreillette que c'est une école protestante dissidente dans laquelle on lui apprend que Dieu a créé littéralement la Terre en 6 jours. Putain, Starry, faut t'en parler à l'école, hein. Ok, la blague est pas ouf, je vais plutôt continuer le bref résumé que j'ai pompé sur Wiki. 11 ans après sa naissance, elle devient orpheline de père. Oui, le sort s'acharne. Ce dernier meurt d'une tuberculose. La suite logique, à cette époque, est donc une vie de misère et de pauvreté, où elle se voit contrainte de quitter son école. Petit saut temporel, où, dû à l'exercice de ce qui la rendra célèbre en son temps, dont je n'ai toujours pas encore touché mot, mais qui ne saurait trop tarder, elle risque de perdre la vie dans un glissement de terrain. Mais son chien, lui, périt. Les conditions de son travail sont, plutôt merdiques, et ce, surtout en hiver. Marie finira par mourir à l'âge de 47 ans d'un cancer du sein, un 9 mars.
Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais à l'heure où j'écris ces mots, je suis à 4 jours de la date anniversaire de sa mort, et à 1 jour lorsque j'enregistre ces phrases, ce qui est totalement fortuite. Maintenant que toutes ces super infos qui mettent de la joie de vivre au cœur sont données, tu dois sûrement te demander qu'a donc fait cette dame de si particulier pour que 177 ans plus tard, je prenne le temps d'en faire une vidéo. Eh ben je vais te le dire. Il se trouve que le père de Marie, un certain Richard Hanning, récolte sur son temps libre des fossiles afin d'arrondir les angles en fin de mois. C'est lui qui va initier ses 2 enfants assez tard, Marie et Joseph. Je viens de me rendre compte que c'est les 2 noms des parents de Jésus. Le malaise. Elle va se construire une réputation et devenir une référence dans son domaine, et ce, en autodidacte, et grâce à son expérience de terrain. Après le décès de son père, Marie, son frère et sa mère se mettront à la collecte de fossiles à plat temps afin de subvenir à leurs besoins. À cette époque, les fossiles sont rares, car découverts, si on peut dire ça, récemment. Et l'intérêt porté à ces derniers sont grandissants, ce qui posera plusieurs problèmes à Marie avec le temps, car la concurrence va grandir et ça va pas lui faire du bien. La récolte des fossiles est vendue aux touristes et aux collectionneurs, qui est une passion en vogue à ce moment, au même titre que d'autres collectionnent les timbres ou d'autres trucs. Les sciences ne prendront conscience de l'importance des fossiles que dans un second temps. Marie mettra à jour une quantité de fossiles dignes de ce nom. Je vais maintenant prendre le temps d'énumérer les plus prestigieux. Elle découvre le premier à l'âge de 13 ans, malheureusement après la mort de son père. Il s'agit d'un gros poisson qui ressemble à un dauphin après les fêtes de Noël. Et en plus, moche, bien que ce soit que mon avis personnel. Cette phrase ne pouvant être considérée comme de la vulgarisation, mais plutôt comme une insulte, je m'en vais rectifier tout cela. Il se trouve que son frère découvre en premier un crâne, suivi de sa sœur qui met à jour un squelette entier d'ichthyosaure. C'est le premier fossile complet de cette espèce à être mis à jour. Elle découvrira aussi un autre poisson, ok j'arrête cette blague, un plésiosaure. Plus précisément, un Plesiosaurus impossible de dire ce mot. Dolichodéirus. Voilà, Dolichodéirus. que je noterai évidemment sur un écran, qui est encore à ce jour ce qu'on appelle le spécimen type de cette espèce. On entend par là qu'il est utilisé pour définir un groupe taxonomique, tel le genre ou la famille. Ensuite vient le tour d'un piaf. Je vais vraiment me faire défoncer. Un ptérodactyle, qui n'a absolument aucun rapport avec les oiseaux, qui n'est pas un de ses ancêtres, mais l'un des plus grands êtres vivants à avoir conquis le ciel. Pterodactylus antiquus, de son doux nom. J'espère l'avoir dit correctement. L'info suivante me concerne personnellement, vu qu'elle parle de mes ancêtres. Elle sera la première à comprendre que sont les coprolites. C'est-à-dire que ce sont des excréments, des selles, des crottes, appelle ça comme tu veux, fossilisées. Elle participera activement, grâce à toutes ces découvertes, à prouver que l'hypothèse de l'extinction des espèces est un fait, commençant d'enterrer la croyance d'un Dieu créateur. Bah oui, parce que comment un Dieu parfait, créant un monde parfait, se retrouve à voir ses créations parfaites disparaître? Bien que de son vivant elle était reconnue pour son expertise, l'histoire ne le fera pas. Ses découvertes seront le plus souvent attribuées à ses acheteurs. Son nom tombera dans l'oubli jusqu'au début des années 2000, où elle est maintenant reconnue à juste titre comme une figure incontournable de la paléontologie. Elle figure actuellement parmi les 10 scientifiques les plus influents de l'histoire britannique. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous êtes des braves. N'hésite pas à liker, à commenter et partager si l'envie de soutenir la chaîne te prend. Je te cache pas que je manque cruellement de visibilité. En même temps, je fais rien pour, hein. Tu l'as compris, c'est fini pour moi. C'était Tétrachier. À la revoyure.